Chapitre 1. Une brune sur Marlécombe. Le matin de la vente caritative de printemps de Marlécombe, cette modeste mais toujours ardente tentative du village pour récolter des fonds destinés à l'entretien du toit de l'église. Le temps s'était dégradé, comme s'il était personnellement offensé par cette idée. Les nuages étaient bas, un châle gris maussade recouvrait le ciel, et une fine bruine avait commencé à tomber avant 9 heures, recouvrant les haies de fines gouttelettes et assombrissant les allées pavées de la place du village. Madame Elspeth Faraday, présidente de la guilde des dames et vétéran de 37 fêtes, n'était pas découragée. « Eh bien, annonça-t-elle debout dans la sacristie, coiffée d'un chapeau bleu à fleurs hérissées de filets, un peu d'eau n'a jamais fait de mal à une Anglaise. » Elle se tourna vers Miss Jane Marple, qui aidait la table des gâteaux, et ajouta avec un petit sourire « D'ailleurs, chère Miss Marple, vous et moi avons vu bien pire à l'Assemblée générale du Garden Club de 1948. » Miss Marple rit doucement. En effet, Madame Faraday, l'année où la pâte d'amande s'est dissoute sur le Battenberg de la pauvre Madame Lutterworth. Une tragédie aux proportions épiques. Les deux femmes échangèrent un regard entendu, imprégné de longues années de politique villageoise et de génoise. La salle des fêtes, modeste en briques rouges et imprégnée d'une odeur persistante de cire, grouillait d'activité. Monsieur Weatherby, le vicaire local, s'occupait de la tombola. Les enfants de l'école primaire de Marlécombe répétaient leur numéro de Mademé dans le jardin, sans se laisser décourager par l'herbe humide. Et Bess, la chienne de Madame Pargeter, un épagnol corpulent à l'appétit redoutable, reniflait déjà trop près des pâtisseries. Il était environ 10h15 lorsque l'étranger est arrivé. Il n'est pas venu en fanfare et n'a rien fait de particulièrement remarquable, si ce n'est que personne ne l'avait jamais vu auparavant et que ses chaussures étaient étonnamment mouillées. Miss Marple le remarqua, comme elle remarquait tout. Un homme de grande taille, la trentaine bien avancée, vêtu d'un manteau à chevrons légèrement démodé au col relevé. Ses chaussures étaient des Richelieu noirs, de bonne qualité, mais complètement trempées, le cuir terni et déformé par la pluie. Elle a trouvé cela curieux. D'une part, la brune matinale n'avait pas encore eu le temps de créer des flaques assez profondes pour tremper les chaussures à ce point. D'autre part, les chaussures de personne d'autre ne semblaient aussi affectées. Et troisièmement, même si elle ne l'aurait pas encore dit à voix haute, il y avait quelques tables, les yeux rivés sur les compositions florales, les ouvrages de couture, les livres d'occasion. Mais il ne s'engagea pas. Madame Pendle lui proposa un programme. Il l'accepta d'un hochement de tête, mais ne dit rien. Mademoiselle Hartnell essaya de lui vendre un ticket de tombola pour un panier de biscuits. Il eut un vague sourire et passa son chemin. Puis il disparut. Personne ne le vit partir. « Un drôle de type », dit Madame Faraday en revenant du salon de thé, les sourcils froncés. « Le connaissez-vous, Jane ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, mais j'ai l'impression qu'il voulait être remarqué, puis oublié. » Madame Faraday fronça les sourcils. « Quel théâtral !»« Oui, » dit Miss Marple d'une voix légère mais pensive. Et nous savons ce que le théâtre précède si souvent. Mais la journée continua, sans être perturbée par des drames plus profonds. Les enfants exécutèrent leur danse, la pluie se calma. Le gâteau aux fleurs de sureau de Miss Marple fut élu meilleur de l'exposition par le révérend Dunham, dont l'appétit pour les sucreries était bien connu. En milieu d'après-midi, les tables étaient débarrassées, la pelouse du presbytère redevint boueuse, et la plupart des villageois prirent congé avec une satisfaction lasse. Ce n'est que le lendemain matin que Marlécombe s'est réveillé face au scandale. Le corps a été retrouvé dans le pavillon d'été au bord de Willow Lane. Une petite structure en bois appartenant au regretté colonel Travers, aujourd'hui inoccupée mais entretenue par la municipalité dans le cadre du sentier pédestre. Un facteur l'a découvert en empruntant un raccourci non officiel. L'homme était allongé sur le banc en bois, une jambe repliée sous lui, comme s'il se reposait simplement, mais son cou était tordu de manière anormale,
et l'échymose sombre qui fleurissait sous sa mâchoire racontait une histoire différente. C'était un meurtre. La police arriva rapidement. L'inspecteur Cray, un homme pragmatique à la moustache constamment emportée par le vent, prit immédiatement les choses en main. La zone fut bouclée, des dépositions furent recueillies, et avant même que le soleil n'atteigne midi, la moitié du village avait déjà émis une théorie. Un vagabond, dit Madame Banfield avec conviction. Il laissait toujours les vagabonds s'approcher de la gare. Croyez-moi, il essayait probablement de cambrioler le presbytère. Mari jaloux, rétorqua M. Headley, qui avait autrefois écrit une pièce sur la vengeance amoureuse. On n'arrive pas de nulle part sans avoir quelque chose à venger. Miss Marple, qui avait pris le thé dans son salon et lu les nouvelles du matin avec intérêt, se surprit à repenser aux chaussures de l'homme, détrempées, mais pas à cause des pluies locales, à cause de quelque chose de plus ancien, de plus profond. Elle avait déjà vu de telles chaussures des années auparavant, avait failli tomber dans un étang en poursuivant un cerf-volant égaré. Les chaussures qu'il portait avaient pris la même forme, comme trempées de l'intérieur. Un souvenir m'est revenu à l'esprit. Elle se leva, prit son châle, le gris foncé aux fines broderies, et se dirigea vers la verdure. Des gens étaient rassemblés près du portail de l'église, bavardant en groupe. Elle ne les rejoignit pas. Au lieu de cela, elle flâna, comme toujours, pour observer, pour écouter, pour juxtaposer les fils discrets des conversations, telle une tapisserie. « Mademoiselle Marple » appela Madame Wetherby. « Vous êtes au courant, je suppose ?»« Oui, » dit Miss Marple, très pénible. « L'inspecteur Cray dit qu'il pense qu'il est mort depuis au moins 12 heures, » poursuivit la femme du pasteur. « Il a peut-être été tué juste après la fête ?»« Ou même pendant, » murmura Miss Marple. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?»« Rien, rien, » sourit-elle. « Je réfléchissais. » Plus tard dans l'après-midi, la police fit circuler un portrait robot de l'homme. Le village confirma ce que Miss Marple savait déjà. Personne ne le reconnaissait. Pas de nom, pas de bagages, rien dans ses poches à part une pièce d'argent, un billet de train londonien au départ de Paddington et un mot plié avec 3 mots. Trouver la porte rouge. Et personne ne se souvenait d'où il venait, sauf Miss Marple, qui avait vu la trace laissée par les semelles de ses chaussures, une trace qui ne partait ni de la ruelle ni du sentier, mais du vieux jardin envahi par la végétation derrière la maison Hawthorne, abandonnée depuis longtemps, qui, soit dit en passant, avait une porte peinte en rouge. Et il était censé être enfermé depuis 17 ans. Chapitre 2. L'homme sans passé. Il n'était pas dans la nature de Miss Marple de se précipiter. C'était, croyait-elle, l'un des grands défauts du tempérament moderne. Tout se fait à la hâte, chacun impatient d'arriver, mais personne ne sait vraiment où il va. Elle avait toujours constaté que le calme apportait plus de réponses que l'activité. C'est précisément pourquoi, lorsqu'elle apparut à l'entrée de Hawthorne House le lendemain matin, elle ne le fit pas comme une intruse, mais comme une visiteuse silencieuse. Une petite femme âgée, vêtue d'un manteau gris tourterelle, sa canne tapotant rythmiquement sur les dalles moussues, ses yeux bleu pâle vivants de vigilance. Hawthorne House se dressait au fond de Willow Lane, bordé d'un côté par des bosquets de lilas et le mont de Marlecombe. Connaissait chaque maison, chaque haie, chaque changement de forme des choses. Hawthorne House avait appartenu autrefois à la famille Lennox, une famille aisée, avec une pointe de mélancolie. À la mort du colonel Lennox, en 1929, et à la fuite de sa femme à Bath, la propriété avait été transmise à un neveu, qui n'y revint jamais. Finalement, elle fut confiée à des gardiens, puis au silence. Mais quelqu'un, semblait-il, était passé par là récemment.
Les mauvaises herbes près du jardin arrière avaient été écrasées, comme par un pied lourd. La serrure de la porte arrière peinte en rouge était cassée, non pas brisée, mais forcée avec une certaine précision calculée. La porte elle-même était légèrement entr'ouverte. Miss Marple n'entra pas. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se retourna lentement et examina le sol. Malgré la terre meuble due à la pluie, il y avait peu d'empreintes de pas nettes, mais çà et là, sur les dalles près des hortensias et encore près d'un arrosoir renversé, se trouvaient des traces d'humidité, comme celles que laisse une chaussure lorsque l'eau s'infiltre de l'intérieur. Elle hocha la tête une fois pour elle-même. « Les chaussures sont plus révélatrices, » murmura-t-elle, « quand personne ne pense à les regarder. » Elle retourna dans le chemin et tourna vers le centre du village. Il était presque 10 heures, l'heure à laquelle le courrier arrivait, l'épicerie ouvrait et le monde s'agitait de ragots. Comme prévu, la nouvelle de la mort de l'inconnu avait dominé tous les aspects du quotidien de Marleycombe. Le Red Fox Inn était en rupture de stock de scones à 9 heures. La cloche du marchand de journaux n'avait pas cessé de sonner. Même le jeune Michael Trent, le fils du gendarme, s'était mis à livrer le lait avec un air chargé de signification. Miss Marple, cependant, n'allait pas au magasin, mais à la gare. La gare de Marleycombe avait connu des jours meilleurs. Elle n'accueillait plus que 3 trains par jour, 2 pour Paddington et 1 pour Little Dreyford. Le chef de gare, M. Crawley, était un homme mince, à lunettes, doué pour les horaires et les scandales. « Miss Marple, » dit-il en levant les yeux d'une pile de cartes postales timbrées. « Quel plaisir! Je ne vous croise pas souvent par ici. J'ai pensé que je pourrais vous demander une faveur, M. Crawley. Pour vous, madame, tout. » Elle sourit. « Vous avez entendu parler du pauvre homme, je suppose, celui retrouvé dans la vieille maison d'été du colonel Travers. » M. Crawley hocha gravement la tête. « C'est une affaire ignoble. L'agent Trent était là hier pour s'enquérir des passagers. Il a dit que le type, oui, trempé jusqu'aux os. Je suis descendu quai 2 peu après 20 heures, pas de bagages. » « Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un ?» Le chef de gare hésita. « Eh bien, je croyais qu'il demandait son chemin, d'une voix douce. Il avait demandé quelque chose à propos d'une porte rouge, je crois. J'ai supposé qu'il parlait de la boutique de souvenirs de Madame Randall, celle peinte en écarlate à Noël dernier, une couleur horrible, à mon avis. Je lui ai indiqué la rue principale. » Miss Marple pencha la tête d'un air pensif. « A-t-il suivi vos instructions ? » ?»« Non. À bien y penser, il ne l'a pas fait. Il a marché dans l'autre sens, vers la ruelle. Il semblait distrait. »« Merci, monsieur Crawley, » dit-elle chaleureusement. « Vous m'avez été d'une grande aide. » Il cligna des yeux. « C'était tout ? » ?»« Pour l'instant, » dit-elle. « Mais si vous vous souvenez d'autre chose, même d'une toute petite chose, je vous en serai très reconnaissante. » Elle le laissa cligner des yeux après elle. Lorsqu'elle rentra à son cottage de Church Lane, le soleil avait percé ses doux rayons, projetant des motifs dorés sur les napperons du rebord de la fenêtre de son salon. Elle se prépara une tasse de thé, Darjeeling, un sucre, et s'installa dans son fauteuil près du feu, son tricot oublié sur ses genoux. Des morceaux se formaient déjà, un londonien, un billet de train, des chaussures trempées de l'intérieur, une question sur une porte rouge, et un meurtre. Mais la nature du mobile restait un mystère, et Miss Marple avait appris depuis longtemps que le meurtre, comme la plupart des choses dans la vie, était une question de relation et non de fait. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Elle se leva et ouvrit la porte pour trouver le jeune gendarme Trent, sa casquette à la main. « Bonjour, Miss Marple, on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. »« Je ferai de mon mieux, » dit-elle gentiment. « Voulez-vous une tasse de thé ? » ?»« Oh, non merci. Je suis ici au nom de l'inspecteur Cray,
Il me pose des questions sur la fête d'hier. Quelqu'un a-t-il été vu récemment? Des inconnus? Miss Marple hocha la tête. J'ai bien vu un homme, grand, un peu pâle, avec des chaussures trempées et un manteau à chevrons. Il n'a pas donné son nom. Je me souviens avoir trouvé qu'il avait l'air réticent à venir. Trent griffonna quelque chose dans un petit carnet. Ça colle. Et tu te souviens d'autre chose? Un détail curieux, peut-être, dit-elle, les yeux pétillants. En regardant la danse des enfants, ajouta-t-elle. Avez-vous pensé à demander au journal des nouvelles des personnes disparues? Chapitre 3. La porte rouge et la veuve. Jeudi matin, la pluie avait complètement cessé, même si les haies étaient encore perlées de gouttes et que l'air du village était chargé d'une légère humidité qui collait aux manches. C'était le genre de temps qui faisait grogner les vieilles femmes à cause de rhumatisme et qui faisait attendre les jardiniers pour planter leurs bégonias. Les nuages persistaient obstinément, comme s'ils hésitaient à laisser Marleycombe retrouver un printemps radieux. Mais Miss Marple n'avait jamais été gênée par un tel temps. Elle pensait que cela incitait à la réflexion, et Marleycombe, en période difficile, avait besoin de beaucoup de réflexion. Après sa correspondance matinale, une courte lettre à sa nièce Lucie à Exeter et une réponse à la Société du lin concernant une cotisation impayée, Miss Marple prit son sac à main et son parapluie et s'engagea sur le sentier sinueux qui menait aux abords du village. Son pas était mesuré, mais assuré, et rien ne manquait à son regard. Elle n'était pas censée enquêter, à proprement parler. La police n'avait procédé à aucune arrestation et avait découragé les conclusions d'amateurs. Mais Jane Marple n'atteignit pas 78 ans sans apprendre que les hommes qui décourageaient la curiosité manquaient généralement d'imagination, et les meurtres, si l'on en juge par sa propre expérience, n'étaient pas résolus par une autorité brutale, mais par l'attention portée aux détails absurdes que les autres ignoraient. Aujourd'hui, son chemin la ramenait à Hawthorne House. Ce n'était pas la maison elle-même qui l'intéressait, mais plutôt son histoire et son dernier occupant connu. La porte peinte en rouge, légèrement gondolée par le temps, paraissait plus éclatante sous la lumière sèche. Un couple de rouge-gorge jaillit du jardin à l'approche de Miss Marple. Elle n'essaya pas d'ouvrir la porte cette fois. Le souvenir de sa serrure forcée lui suffisait. Mais elle s'arrêta près de la boîte aux lettres rouillées, fixée à sa gauche. Il y avait quelque chose caché derrière. Elle tendit la main vers l'objet, s'attendant à une publicité ou à un papier perdu. Mais en sortit un morceau de tissu humide, rouge foncé et effiloché sur le bord. Un mouchoir? Non, pas tout à fait. Le tissu était grossier, un tissu pour rideau peut-être, ou pour tapisserie. Il avait été coupé grossièrement et était humide, avec une légère odeur de terre et de moisi. Elle le mit soigneusement dans son sac à main et continua son chemin. Quelques minutes de marche la conduisirent à une autre maison, nichée derrière des haies de buis et de lauriers. Hazel End, demeure de Madame Edith Hayward, veuve du capitaine Jonathan Hayward, ancien membre des Royal Engineers. Edith Hayward avait 72 ans, le dos droit et vigilant, ses cheveux argentés toujours relevés en un chignon sévère, et son regard capable de faire se tenir droit le garçon boucher lorsqu'il donnait ses ordres. Miss Marple la connaissait depuis 40 ans. Madame Hayward ouvrit la porte elle-même, vêtue de son habituel cardigan en laine gaillardoise et d'une expression sévère. « Jane, dit-elle en reniflant, tu es sortie tôt. »« Il est presque 10h30, répondit Miss Marple. « Presque midi selon nos anciennes habitudes. » Madame Hayward recula pour la laisser entrer. « Thé? Seulement si cela ne pose aucun problème. Rien dans cette maison n'est jamais source de problème, dit fermement la veuve, sauf les gens. » Ils s'installèrent dans le salon.
Un espace soigneusement entretenu avec des chemins de table en dentelle sur les accoudoirs et un bureau en noyer sous la fenêtre. « Vous êtes ici pour le meurtre ?» dit Madame Hayward sans préambule, tout en versant du thé noir fort dans des tasses en porcelaine. « Je suis ici parce que je me demandais si vous vous souveniez de la dernière fois que quelqu'un a utilisé Houghton House, dit doucement Miss Marple. Madame Hayward haussa un sourcil. « Ce n'est pas tout à fait pareil, Jane. »« Peut-être pas, » admit Miss Marple, « mais cela pourrait s'avérer pertinent. » Madame Hayward remua son thé d'un geste résolu. La maison Lennox est fermée depuis des années. Le dernier locataire digne de ce nom était cet artiste, Adrian Coates. Il y est resté environ 6 mois. Une barbe affreuse. Vous vous souvenez? Oui, oui, répondit Miss Marple. Il se baignait dans la rivière. Une habitude répugnante. Elle effraie Miss Marple pensivement. Et la maison? A-t-on déjà vu quelqu'un d'autre entrer? Seulement des clochards et quelques photographes, j'imagine, dit la veuve. Mais elle marqua une pause. Miss Marple leva les yeux. Oui, il y a environ 2 semaines, il y avait quelqu'un. Une femme d'âge moyen, manteau marron, sac à main. Je l'ai vue se diriger vers le jardin depuis le chemin. J'ai pensé que c'était un géomètre ou un membre de la municipalité. Je n'ai pas bien vu. Miss Marple rangea soigneusement ce morceau. Vous n'avez pas pensé à le signaler? À qui? Renifla Madame Hayward. Ce n'est pas un crime pour une femme de voir une maison vide. Non, répondit Miss Marple. Mais parfois c'est un indice. Elle resta encore 15 minutes, discutant poliment de la rotation des fleurs de l'Institut des femmes et des dernières bêtises du comité paroissial, puis remercia Madame Hayward et partit. Son arrêt suivant fut la bibliothèque de près de Marleycombe, une modeste institution tenue par une institutrice semi-retraitée, nommée Missuna Shipley, située au-dessus de la salle des fêtes, accessible par un escalier étroit. Elle sentait le papier et le cirage au citron. Miss Marple avait toujours cru que l'on pouvait en apprendre beaucoup sur les gens grâce à leurs habitudes de lecture. Miss Shipley était une femme mince et nerveuse, avec un penchant pour les romans policiers et une mémoire aussi précieuse qu'un grand livre. « Jane, dit-elle, surprise mais ravie, tu as raté l'heure des enfants. Il me reste des biscuits, si tu en veux. » Miss Marple a décliné poliment et a posé sa question. Quelqu'un de nouveau s'est-il inscrit pour une carte de bibliothèque au cours des 2 dernières semaines? Mademoiselle Shipley, ravie par l'intrigue, fouilla dans son tiroir. Une seule, une femme nommée Evelyn Brooke. Elle disait être journaliste indépendante, de passage. Elle parlait très doucement. Elle en a sorti 3 livres, l'histoire des Chilterns, des légendes locales et un livre sur l'architecture victorienne. A-t-elle donné une adresse locale? Mademoiselle Shipley fronça les sourcils. Pas vraiment. Juste CO, Post Office Box 11. Bizarre. Elle a dit qu'elle logeait chez une amie, sans préciser qui. Miss Marple sourit. Je me demande si cette amie habitait près d'une porte rouge. Mademoiselle Shipley cligna des yeux. Pardon? Oh, rien, dit Miss Marple. Sauf que je pense que feu Monsieur Paddington, si c'est bien son nom, l'a cherché. Paddington? Ce ne sont que des suites d'identité, seulement une note cryptique. Trouver la porte rouge. Panneau d'entrée à Hawthorne House. Une femme aperçue près de la propriété 2 semaines plus tôt. Nouvelle inscription à la bibliothèque. Evelyn Brooke. CO Postbox 11. Elle tapota le bout de son crayon contre son carnet. Il manquait quelque chose. Ce n'est pas un fait, c'est un sentiment. Et juste à ce moment-là, un souvenir a refait surface. Un livre d'il y a des années.
Le jardin des secrets, une nouvelle peu connue qui se déroule dans une maison avec une porte rouge, où un homme cache un secret dans une maison d'été et une femme devient folle en essayant de le récupérer. Miss Marple se leva de sa chaise, un froncement de sourcils creusant son front. « Je me demande, murmura-t-elle, si notre Miss Brooke n'est pas une journaliste du tout, mais quelqu'un avec des affaires inachevées. » Et dehors, les nuages ont commencé à se rassembler à nouveau, lentement, silencieusement, comme si la nature elle-même savait que quelque chose de sombre n'était pas encore terminé à Marles-les-Combes. Chapitre 4. Conversation et coïncidence. Le vendredi s'annonçait plus radieux, la promesse hésitante du printemps miroitant dans la pâle lumière matinale. Les rouges-gorges chantaient dans les haies, et Marles-les-Combes, malgré son effervescence récente, retrouvait un certain rythme. Le bourdonnement des bouilloires, le tintement des bouteilles de lait, et les petits drames du village qui se déroulaient avec une régularité réconfortante. Mais sous cette douce surface, quelque chose s'agitait, et Miss Marple, bien que apparemment occupée à tailler les fleurs fanées de ses rosiers, avait déjà passé une bonne partie de la matinée à réfléchir à la suite des événements. Les questions sans réponse étaient légion. Un homme mort dans une maison de campagne. Un mot mystérieux. Une porte rouge, une femme mystérieuse avec une boîte postale et un goût prononcé pour les légendes locales. Et pourtant, et c'est encore plus curieux, personne ne semblait savoir qui il était. À 11h moins le quart, Miss Marple laissa ses gants de jardinage sur le banc, enfila une robe lavande soigneusement repassée et se dirigea vers le centre du village. Ses pas la conduisirent devant la boulangerie, où Madame Chilvers discutait de la taille des petits pains Chelsea. Devant la boucherie, le jeune Jamie chargeait un plateau de saucisses dans l'étalage, et enfin devant la petite boutique à la façade en briques, simplement signalée par Chelsea Buns, bureau de poste. À l'intérieur, matinée, n'est-ce pas? Très bien, répondit-elle, même si j'avoue que je ne suis pas venu pour les timbres. Il rit. Plus grand monde le fait de nos jours. Ils viennent surtout pour bavarder, je crois. Elle lui adressa un petit sourire. Je me demandais si je pouvais me renseigner sur quelque chose d'un peu inhabituel. Il se pencha en avant, l'air conspirateur. Tu as toute mon attention. J'ai entendu dire, dit-elle doucement, que quelqu'un a récemment loué Box 11. Saurais-tu qui c'est? Monsieur Bale fronça les sourcils. Bon, je ne devrais pas vraiment parler de règles, de règlements et tout ça, mais... Il s'arrêta, considérant le regard calme et agréable de Miss Marple. Eh bien, je suppose que c'est sans danger. C'était une certaine Evelyn Brooke. Elle a signé le livre il y a environ 2 semaines. Elle a payé 1 mois d'utilisation en liquide. Elle a dit qu'elle était écrivaine et qu'elle avait besoin d'intimité pendant ses recherches. Pas d'adresse locale? Non. Juste un numéro de contact, mais je n'ai pas réussi à le joindre hier soir. Tu l'as appelé? La police a demandé, dit-il en rougissant légèrement. L'inspecteur Cray est passé. Il m'a dit de ne pas en parler. Alors vous ferez comme si je n'avais rien demandé, dit gentiment Miss Marple. Mais si elle récupère du courrier, je serais curieuse de savoir s'il est manuscrit ou dactylographié. Il cligna des yeux. Pourquoi? Oh, dit-elle d'un ton léger. J'ai toujours pensé que les gens en disent plus lorsqu'ils n'utilisent pas de machine. Elle le remercia, acheta une feuille de timbre de seconde classe pour faire bonne figure et retourna dans la ruelle.
Son arrêt suivant était peut-être moins conventionnel. La plupart des habitants de Marleycombe n'y auraient même pas pensé. Mais Miss Marple avait appris, par une longue et parfois douloureuse expérience, que les enfants du quartier remarquaient souvent des choses que leurs aînés ignoraient, surtout lorsqu'il s'agissait de bêtises. Elle tourna sur Maple Avenue, une modeste rangée de maisons en briques rouges, et s'arrêta au numéro 6, où vivait le jeune Tommy Pierce, âgé de 12 ans, déjà tristement célèbre dans le village pour être à la fois une nuisance et un détective né. Tommy a ouvert la porte lui-même, portant des bottes éraflées et une chemise avec des taches d'encre sur le col. « Oh !» dit-il, surpris. « Miss Marple. » Maman est sortie. « Des Zuizes Britanniques. » Tommy sortit une feuille pliée de sous une boîte à biscuits sur la table basse et l'étala fièrement. « Je l'ai fait moi-même, » dit-il. « C'est la place du village et c'est le chemin où se trouve le pavillon d'été. J'ai marqué l'endroit où la police a trouvé le corps et l'a regardé. C'est le portail de Hawthorne House. » Miss Marple se pencha, impressionnée malgré elle. Les proportions étaient approximatives, mais la disposition était remarquablement précise. « Maintenant, » dit Tommy, « j'ai vu un homme traverser la haie près du vieux puits mardi après-midi. Ce n'était pas un policier. Il portait un manteau avec des coudières. Il ressemblait à un professeur. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Non. Il est juste allé dans le jardin. Je crois qu'il est ressorti par le même chemin, mais je regardais par la fenêtre du haut, alors je l'ai peut-être raté. Et c'était avant ou après la fête? Après. Ça devait être vers 4 heures. Oh! Et devinez quoi? Il y avait quelqu'un d'autre au pavillon avant la découverte du corps. Miss Marple haussa les sourcils. Vraiment? Mercredi matin, dit Tommy. Vers 8 heures. Une femme, je crois qu'elle portait un foulard rouge. Elle a remonté la ruelle, très silencieuse. Elle est revenue 15 minutes plus tard, pâle. C'est très intéressant, dit Miss Marple. Elle a laissé tomber quelque chose, ajouta Tommy. Je l'ai ramassé, il est là-bas. Il lui tendit un petit objet, enveloppé dans du papier de soie. À l'intérieur se trouvait une minuscule clé en laiton, pas plus grande qu'un timbre-poste, vieille et légèrement ternie. C'était sous la haie, dit-il. J'ai pensé que ça pouvait venir d'un médaillon ou quelque chose comme ça. Miss Marple l'examina pensivement. Tu pourrais être plus utile que tu ne le penses, Tommy. Elle a quitté la maison avec la clé dans sa poche et un soupçon grandissant dans son esprit. La femme au foulard rouge, était-ce mademoiselle Evelyn Brooke ou quelqu'un d'autre? Et pourquoi était-elle revenue sur les lieux du crime? Plus tard dans l'après-midi, alors que le village se préparait pour les vêpres du vendredi soir, mademoiselle Marple passa devant le cimetière et s'arrêta devant le portail du presbytère. Le révérend Dunham taillait un rosier non loin de là. « Ah, Miss Marple, dit-il avec un sourire chaleureux, vous m'avez surpris dans mes moments les plus horticoles. Je n'ai jamais douté que vos roses seraient entre d'excellentes mains, répondit-elle. Mais je me demandais si je pouvais emprunter votre mémoire. Pour des questions spirituelles ou pour quelque chose de plus sombre? J'ai bien peur que ce soit la dernière option. » Il fit un geste vers le banc près de Leaf. « Tu ferais mieux de t'asseoir alors. »« Assister au service dimanche dernier ?» Il réfléchit un instant. « Maintenant que tu le dis, oui, une femme seule était assise au fond. Elle n'a pas chanté les cantiques. Elle est partie avant la bénédiction finale. Pouvez-vous la décrire? Taille moyenne, manteau brun, cheveux foncés tirés en arrière, tenait un carnet. Est-ce qu'elle a communié? Non. Miss Marple expira doucement. Merci. Vous m'avez été d'une grande aide. Elle retourna à son chalet tandis que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, l'esprit bourdonnant de fils qui se tordaient sans encore se nouer. Une femme observait dans l'ombre, un homme cherchait une porte rouge, une clé, une maison sans occupant. Elle s'est assise avec son cahier. Evelyn Brooke, aucune trace à l'auberge, boîte aux lettres louée, vue à la bibliothèque.
les chaussures de l'étranger, trempées, non pas par la pluie, mais par le sol mouillé, porte rouge, égale Hawthorne House. Deuxième silhouette, ressemblant à un enseignant, repérée mardi après-midi. Une femme portant un foulard rouge s'est rendue sur les lieux du meurtre. Clé en laiton trouvée près d'une haie. Référence à Jardin des Secrets. Elle a entouré le mot clé. Les clés signifiaient des serrures. Les serrures signifiaient des secrets. Et quelqu'un, quelque part à Marleycombe, avait ouvert quelque chose qu'on croyait depuis longtemps scellé. Et Miss Marple n'avait aucune intention de s'arrêter jusqu'à ce qu'elle découvre précisément ce que c'était. Chapitre 5. La fille à la librairie. Le lendemain, une douce brise balaya Marleycombe, faisant bruisser les tulipes du cimetière et apportant avec elle le léger parfum de la terre fraîchement retournée et de la pluie printanière sur l'ardoise. Les samedis matins étaient toujours un peu plus animés au village. Les enfants s'agitaient. L'argent de poche serré dans leurs poings, les dames âgées examinaient les boutures au stand de plantes. Et les rumeurs s'accumulaient près de la place du marché comme des oiseaux sur un fil. Miss Marple, cependant, avançait avec une détermination silencieuse. Les mêmes questions tournaient en boucle dans son esprit. Qui était le mort? Pourquoi cherchait-il une porte rouge? Qui était Evelyn Brooke et quel était son lien, le cas échéant, avec le corps dans le pavillon? Elle avait à peine terminé son thé et sa marmelade qu'un nouveau détail de la veille lui revint à l'esprit, un détail que le révérend Dunham avait mentionné. Une femme en manteau marron et aux cheveux noirs, aperçue au fond de l'église dimanche dernier. Il n'y avait aucune confirmation qu'il s'agissait de librairie de Brookfield Lane était tenue par une jeune fille pâle et rêveuse nommée Sarah Phipps. Âgée de 23 ans, elle avait les cheveux en chignon négligé et possédait la curieuse qualité de se souvenir d'absolument tout en paraissant totalement inconsciente de la signification de la plupart. Elle lisait de la poésie, buvait du thé léger et quittait rarement sa boutique, sauf pour promener son chat dans le jardin. Miss Marple le trouva là, au milieu d'une pile de livres de poche et d'une pile vacillante de catalogues. « Bonjour, Sarah. »« Oh, Miss Marple, » dit-elle en clignant des yeux comme une chouette derrière ses lunettes rondes. « Je réorganisais justement la section voyage. Tous ces livres sur la Toscane et nulle part où aller. Puis-je vous déranger quelques minutes? »« Bien sûr, » dit Sarah joyeusement. « Asseyez-vous. Faites attention à la copie de la Villa romaine, une étude en mortier. Il a une colonne vertébrale plutôt vicieuse. » Miss Marple s'assit, pliant soigneusement ses gants sur ses genoux. « Je me demande, dit-elle doucement, si vous avez eu des visiteurs cette semaine qui n'étaient pas des habitués. » Sarah pencha la tête. « Il y avait une dame jeudi. Mince, manteau marron, elle regardait la section architecture, très calme. Elle a acheté un livre sur les jardins victoriens. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent subtilement. « A-t-elle donné son nom? »« Non, mais elle a payé en liquide et nous a demandé si nous avions des livres sur l'histoire de Marleycombe. Je lui ai proposé la chronique du village, mais elle a dit qu'elle voulait quelque chose de plus personnel. » « A-t-elle dit ce qu'elle pensait? » Sarah secoua la tête. Mais elle semblait anxieuse, comme si elle voulait parler, mais ne savait pas par où commencer. « La reconnaîtriez-vous à nouveau? »« Oh oui, » dit Sarah, puis à la stupéfaction de Miss Marple, elle ajouta, « En fait, elle était encore là ce matin. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Ici? Aujourd'hui? Il y a 10 minutes. J'ai acheté un livre sur les asiles victoriens. » « Est-ce qu'elle a laissé un nom cette fois-ci? » Sarah secoua la tête. « Mais j'ai vu où elle allait. Elle a tourné dans Chapel Lane, vers l'ancienne blanchisserie. » Miss Marple se leva aussitôt. « Merci, ma chère. Vous m'avez été d'une grande aide. » Lorsqu'elle sortit, la rue était silencieuse. Quelques enfants à vélo,
une charrette de fermier avançant péniblement vers la verdure. Chapel Lane était un chemin étroit, bordé de hauts murs de pierre et de palissades de bois affaissés. Au fond se dressait la ténébrée du mur latéral, partiellement caché derrière la fleur maracheux, fumant une cigarette, les mains tremblantes. Elle portait un manteau marron, ses cheveux étaient noirs et noués en une tresse fixée sur sa nuque. Elle serrait quelque chose contre sa poitrine, un livre ou un dossier. Miss Marple ne parvenait pas à bien distinguer. Elle n'a pas parlé immédiatement. La femme se retourna surprise. Ses yeux étaient d'une noisette foncée cernée par l'insomnie. « Puis-je vous aider? » demanda-t-elle. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, » dit doucement Miss Marple. « Mais je crois que nous avons un intérêt commun. » La femme se raidit. « Vous êtes la femme de la fête, celle avec le gâteau. » Miss Marple sourit gentiment. « C'est aussi celle qui a remarqué tes chaussures. » Cela a amené le silence. Miss Marple attendait. Finalement, la femme baissa les yeux. « Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec l'homme qui est mort? »« Je pense, » dit Miss Marple, « que vous savez peut-être qui il était. » La femme baissa les yeux sur sa cigarette, puis l'écrasa contre le mur. « Je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait. » Sa voix baissa. « Il s'appelait Marcus Hale. » Miss Marple cligna des yeux. « C'est un nom que nous n'avons pas encore entendu. »« Non, » répondit la femme avec amertume, « parce que Marcus n'avait plus personne, plus de femmes, plus d'enfants, juste quelques dossiers, une montre et un sentiment de culpabilité. » « Quel genre de culpabilité? » Elle leva les yeux. « Le genre de pensée qui vous pousse à essayer de défaire le passé. » Miss Marple resta silencieuse, l'encourageant. « Je m'appelle Evelyn Brooke, je ne mentais pas. Mais je ne suis pas journaliste, j'étais infirmière psychiatrique, jusqu'à il y a 3 ans. » Continue. « Marcus Hale était mon patient. » Miss Marple sentit un calme s'installer dans ses os. « Il a été interné sous un autre nom, » poursuivit Evelyn. « Il a fait une dépression nerveuse. Il souffrait de graves délires. Mais il était gentil, intelligent, hanté par quelque chose dont il refusait de parler. Seulement des allusions, des fragments. Toujours à propos d'un village, d'une porte rouge et de quelqu'un qu'il avait laissé derrière lui. La maison Hawthorne. » Elle hocha la tête. J'ai commencé à soupçonner que c'était réel. En quittant l'hôpital, j'ai fouillé les archives. J'ai trouvé ce village, la maison. À sa sortie, Marcus a disparu. J'ai essayé de le retrouver pour m'assurer qu'il était en sécurité. Puis j'ai vu le journal, le meurtre. Des larmes lui montaient maintenant aux yeux. La voix de Miss Marple était très basse. Et vous êtes revenu à l'endroit qu'il redoutait. Ce n'est découvriront qui. Elles se tenaient ensemble dans la pénombre de l'ancienne blanchisserie, 2 femmes séparées par l'âge, mais liées par la compréhension. Et depuis quelque part au plus profond du silence, Miss Marple sentit la forme de l'histoire commencer à changer. Parce que Marcus Hale n'était pas venu à Marleycombe en tant qu'étranger, il était revenu. Chapitre 6. Un murmure au presbytère. Le dimanche matin, le village avait commencé à trembler, non pas visiblement, comme le font les villes lors d'émeutes ou de tempêtes, mais avec cette curieuse vibration intérieure propre aux petits endroits où les secrets surgissent soudainement. Marleycombe était un endroit où l'on se vantait de tout connaître. Ce confort avait été rompu. Arrivé de la mort inattendue et anonyme, avait non seulement effrayé mais aussi offensé. Et pourtant, comme souvent, la vie continuait au même rythme. Les cloches de l'église sonnaient à travers les haies, le courrier était distribué, les tartes aux pommes étaient préparées pour le dîner du dimanche. Miss Marple se levait tôt, nourrissait ses oiseaux et s'habillait pour l'église. Une robe bleue marine, des gants soigneusement repassés et un chapeau modeste orné de violettes fanées. Elle avait toujours assisté fidèlement aux offices, mais pas toujours pour les raisons que d'autres supposaient. Les sermons, selon elle, étaient plus utiles à l'observation de l'assemblée qu'à l'édification spirituelle. Dans un changement de banc, une poignée de main hésitante ou un regard échangé sur le recueil de cantiques, on pouvait lire des histoires entières. Aujourd'hui, cependant, elle est venue avec un but précis. La nef de Saint-Marc était déjà à moitié pleine lorsqu'elle entra.
Elle prit sa place habituelle, troisième banc en partant du fond à gauche, et commença à observer silencieusement. Madame Banfield portait une broche inhabituellement grande, probablement neuve et choisie pour son impact. Le jeune Gregory Linton, d'ordinaire solennel, murmura quelque chose à sa sœur, ce qui lui fit ricaner. Madame Faraday, malgré ses prétentions à un rhume de cerveau vendredi, avait les joues inhabituellement roses. Mais c'était le vicaire qui l'intéressait le plus aujourd'hui. Le révérend Dunham n'était pas un adepte du théâtre. Ses sermons étaient doux, méditatifs et souvent sinueux, comme les sentiers qui traversent les collines. Mais ce matin-là, sa voix affaiblit à 2 reprises, une fois pendant la lecture de l'Ecclésiaste, puis une autre fois pendant les intercessions. Ses mains tremblaient légèrement en tournant les pages de ses notes. Miss Marple observait attentivement. Après la cérémonie, tandis que les fidèles s'attardaient dehors, sous les cornillers bourgeonnants, murmurant cantiques, manteaux et recettes de ragoût, Miss Marple attendait. Lorsque la foule se fit éclaircie, elle s'avança d'un pas léger vers la porte latérale qui menait au presbytère et frappa doucement. Un instant plus tard, le révérend Dunham ouvrit lui-même la porte. Il portait encore ses vêtements liturgiques, même s'il avait desserré son col. « Miss Marple, dit-il comme surpris et soulagé à la fois. « Je me demande, dit-elle, si vous auriez un moment pour prendre le thé et discuter, pas en tant que paroissienne, en tant qu'amie. » Il hésita une seconde. « Entrez. » Le salon du presbytère était simple comme toujours. Bas de plafond, tapis délavé et une bibliothèque remplie de recueils de poésie, de guides de jardinage et du recueil des sermons de l'évêque Wilberforce. Le vicaire versa du thé, lui tendit une tasse, puis s'assit lourdement en face d'elle. « Tu l'as remarqué, dit-il, presque avant qu'elle puisse parler. »« J'ai remarqué beaucoup de choses, répondit Miss Marple, mais je suis surtout curieuse de savoir ce qui vous tracasse. Et je soupçonne que ce n'est pas seulement le meurtre. » Il soupira. « Il s'est passé quelque chose. Il y a des années. J'espérais que ce serait passé. » Elle a attendu. En 1937, un garçon de l'orphelinat a disparu. Miss Marple cligna des yeux. « Il y avait un orphelinat ?» « Il y en avait un, juste à l'extérieur de Marlicombe, géré par les Sœurs de la Sainte-Croix. Il a fermé en 1940, évacuation en temps de guerre, disait-elle. Mais la vérité, c'est qu'il y a eu un scandale, non public, très discret. Le garçon disparu n'a jamais été retrouvé, et 2 autres personnes ont accusé un homme qui travaillait avec le personnel de l'établissement de maltraitance. » Ses mains s'immobilisèrent sur le bord de sa tasse de thé. L'homme a été renvoyé. Aucune inculpation formelle n'a été prononcée. Les garçons ont été transférés. Les dossiers ont été scellés. Je n'étais pas vicaire à l'époque, mais j'ai retrouvé une boîte de dossiers des années plus tard. Tout cela donnait l'impression que les gens voulaient oublier. La voix de Miss Marple était très douce. Quel était le nom du garçon disparu? Dunham leva les yeux. Marcus Hale. Un silence s'abattit sur la pièce. L'homme du pavillon d'été, dit-elle, n'était donc pas seulement un étranger. C'était cet enfant, redevenu un homme. Je crois que oui. Je n'ai vu son visage que brièvement, mais il y a quelque chose, ses yeux peut-être, sa façon de se tenir. Et les autres, les garçons qui ont porté l'accusation? L'un est mort en France, l'autre. Il marqua une pause. Il est resté dans la région. Il a changé de nom, je crois. Le reconnaîtriez-vous maintenant? Le vicaire hésita. Peut-être. Si j'étais sûr que c'était lui. Miss Marple posa sa tasse de thé, filtrée, dorant l'herbe et attrapant les bordures dorées du monument aux morts. Madame Hayward était là, bien sûr, comme toujours le dimanche, nourrissant les pigeons et assise sagement sur le banc en bois sous le marronnier. « Edith, dit Miss Marple, j'ai une question qui peut sembler plutôt inattendue. »« Oh, dit la veuve sans se retourner, vous souvenez-vous d'un garçon nommé Marcus Hale ?» Madame Hayward cligna des yeux. « C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis des décennies. »« Mais tu t'en souviens ?» Elle hocha la tête. « C'était un enfant de l'orphelinat, silencieux, un regard étrange, toujours à l'affût. Savais-tu ce qui lui est arrivé ?» Madame Hayward marqua une pause. Ce jour-là, il était parti. Les sœurs ont dit qu'il s'était enfui. Ils ont menti. Madame Hayward se tourna vers elle, le visage pâle. «
Vous voulez dire? Miss Marple hocha la tête. Il était là la semaine dernière, adulte, et maintenant il est mort. Oh, mon cher Seigneur! Je crois, dit Miss Marple, que quelqu'un de son passé ne voulait pas qu'il parle. Les mains de Madame Ewert tremblaient. On a toujours caché ça, vous savez. Personne ne voulait que cette tache souille le village. On a tous fait comme si de rien n'était. Mais certaines taches ne disparaissent pas, a expliqué Miss Marple. Elles s'incrustent simplement plus profondément dans le tissu. De retour à son chalet, elle s'assit et ouvrit son carnet. Marcus Hale égale enfant d'orphelinat. Scandale d'abus sexuels étouffé en 1937. Le membre du personnel accusé n'a pas été identifié. Un accusateur est mort à la guerre. Il en reste un. Identité inconnue. Hale revient, probablement pour affronter le passé. Evelyn Brooke a essayé de le protéger. Il est assassiné, probablement réduit au silence. Elle tapota pensivement son crayon, puis on frappe à la porte. C'était l'inspecteur Cray. « Mademoiselle Marple, dit-il, je pensais que vous deviez le savoir. Nous avons identifié le mort. »« Oui, dit-elle calmement. Marcus Hale. » Cray le fixa. « Comment, bon sang, as-tu... » J'ai demandé, dit Miss Marple, aux bonnes personnes. Il hocha lentement la tête. « Il y a autre chose. Nous avons fouillé Houghton House à nouveau. Derrière un faux panneau dans le bureau, nous avons trouvé un journal. Il appartient à Hale. Il mentionne un homme initial HF et un document intitulé « Les enfants du jardin ». Le cœur de Miss Marple s'accéléra. « Dites-moi, dit-elle, avez-vous déjà entendu parler d'un homme nommé Harold Finch ?» L'inspecteur cligna des yeux. « Finch, c'est le trésorier de l'église. » Le visage de Miss Marple resta parfaitement immobile. « Alors j'ai peur, dit-elle, que nous ayons retrouvé notre fantôme. » Toujours été fier de son hôte. Le genre de bienséance, soignée et discrète qu'on retrouve dans un mouchoir impeccablement repassé. Les pelouses étaient tendues, les allées balayées, les bancs peints par des bénévoles souffrant d'arthrite légère et d'une grande fierté civique. C'était le genre d'endroit où le temps ne galopait pas, mais trottait poliment, et où personne ne levait la voix, sauf pour discuter de l'état du toit de l'église. Et ainsi, lorsque les soupçons ont touché le nom de M. Harold Finch, trésorier du comité de l'église Saumar, organisateur du souper annuel du carême et porteur d'excellents gilets en tweed, l'essence de l'ordre du village a tranquillement vacillé. Miss Marple, cependant, n'éprouvait aucune hésitation. Son instinct, aiguisé par des décennies d'observation et de chagrin, lui disait que derrière ses manières douces et sa voix suave se cachait un homme qui avait appris l'art subtil de la dissimulation, non pas au sens théâtral des criminels sous des fous, mais avec la manière calme et réfléchie de quelqu'un qui avait survécu en intégrant soigneusement ces sombres vérités à son quotidien. Elle connaissait Harold Finch depuis des années, mais jamais vraiment. Cela, en soi, l'avait toujours semblé curieux. Le lundi matin, elle téléphona au presbytère et sollicita une rencontre formelle avec le révérend Dunham et l'inspecteur Cray. À 11 heures, toutes trois étaient réunies dans le bureau de Vicaire, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres étroites et le faible tic-tac d'une horloge de parquet illuminant le silence entre leurs paroles. Cray s'adossa au dossier de son fauteuil, carnet ouvert, crayon en main. « Dites-moi, dit-il, que savez-vous exactement de M. Finch ?»« Très peu, » répondit sincèrement Miss Marple. « Ce qui est remarquable en soi, vu le temps qu'il a passé ici. Les gens dans le village laissent des traces. Ils s'attachent aux souvenirs, aux événements, aux histoires. Mais M. Finch, il est comme une empreinte de pas effacée par la pluie. » Le vicaire hocha la tête. « Il est arrivé en 1951, je crois. Il a dit avoir passé du temps à Londres. Comme commis aux finances, discret, serviable, jamais marié. Il a pris ses fonctions de trésorier en 1953 et occupe ses postes depuis. » Cray fronça les sourcils. « Pas de famille ?»« Rien que nous ayons vu, » dit le vicaire. « Il est discret. Il a pourtant été bénévole à l'orphelinat avant sa fermeture. » Miss Marple tapota légèrement la couleur de son fauteuil. « Je me demandais, révérend, si nous pouvions consulter vos archives. Les registres de l'église? Oui. Et les anciens registres de l'école de dimanche, s'il y existe encore. » Dunham hocha la tête et se leva. « Viens avec moi. » Dans la réserve de la sacristie, un étroit couloir poussiéreux, bordé d'armoires en bois et imprégné d'une légère odeur de cire à la lavande.
Le vicaire ouvrit une armoire en fer et en sortit une liasse de vieux registres reliés de cuir et de ficelles. Miss Marple, sous le regard de l'inspecteur Cray, les ouvrit avec précaution et feuilleta les pages jaunies. « Tiens, murmura-t-elle. H. Finch, assistant de l'école du dimanche, de juin à septembre 1937. » Elle a tourné la page. Marcus Hale, enrôlé en mai 1937, âgé de 10 ans. La mâchoire de Cray se serra. Alors, ils se connaissaient. Mademoiselle Marple hocha la tête. Je crois que l'église était utilisée par l'orphelinat pour les offices religieux à cette époque. Les sœurs y amenaient les enfants une fois par mois. Elle ferma doucement le livre. Et puis Marcus a disparu. Cray plia son carnet. C'est un motif suffisant. Miss Marple le regarda fixement. Pas vraiment. C'est une question de contexte. Mais il nous faut plus. Il nous faut de la compréhension. Plus tard dans l'après-midi, sous prétexte de rendre un recueil de cantiques empruntés, Miss Marple se rendit au modeste cottage de M. Finch, situé à Gable End, une petite maison à pignons ornée de rosiers rampants sur le côté et d'un portail en fer forgé nécessitant une nouvelle charnière. Le jardin était soigné quoique clairsemé. Chaque plante était symétrique, chaque allée ratissée. Même le bain d'oiseaux était centré avec une précision mathématique. Elle frappa doucement. Après une pause, Harold Finch ouvrit la porte. C'était un homme d'environ 65 ans, bien que ses cheveux aient blanchi et son dos légèrement voûté, comme après des années passées à se pencher sur des livres de comptes et des balances. Son visage était pâle, ses yeux bleus larmoyants, et ses mains, toujours ses mains, étaient impeccablement propres, avec des ongles courts et réguliers. « Mademoiselle Marple, » dit-il surpris. « Quelle agréable visite. » Elle sourit. « J'espérais pouvoir le rapporter à la bibliothèque de l'église, mais la porte était fermée à clé. Je pensais que vous sauriez peut-être quand elle est ouverte. » Il hésita, puis recula. « Entrez, s'il vous plaît. Je préparais justement le thé. » Le cottage était exactement comme elle l'avait imaginé, ordonné, calme, rien ne dépassait, pas un seul objet encombrant, pas une photo au mur, juste le tic-tac d'une horloge et une légère odeur de citron. Tandis qu'il s'affairait dans la cuisine, Miss Marple observa attentivement les alentours. Une rangée de classiques reliés sur l'étagère, tous intacts. Un calendrier marqué uniquement de nombreuses années. De Marcus? Il leva brusquement les yeux. Tu te souviens de lui? Dit-elle doucement. Finch la fixa un long moment, puis détourna le regard. C'était un enfant difficile. C'était un enfant qui te faisait confiance, répondit-elle, et qui en a souffert. Silence. Vous n'avez aucune preuve, dit-il, mais sa voix se brisa. N'est-ce pas? Dit-elle doucement. Voilà son journal, les lettres qu'il a écrites et jamais envoyées, des conversations qu'il a eues avec Evelyn Brooke. Elle le sait. Et toi aussi. Les yeux de Finch s'emplirent d'une lueur mi-furieuse, mi-attristée. Il est venu ici, à la maison, la semaine dernière. Il se tenait dans le jardin, juste à regarder, comme s'il attendait que je lui demande pardon. Miss Marple resta silencieuse. Il n'a pas dit un mot, murmura Finch. Il m'a juste regardé. Je tirai le rideau et éteins la lumière. Tu ne lui as pas parlé? Il secoua la tête. Que pouvais-je dire? Miss Marple se leva. Que vous étiez désolé. Il leva les yeux, les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas, j'avais peur. Elle l'étudia pendant un long moment, puis se retourna pour partir. À la porte, elle a dit « Peur d'être découverte ou peur d'affronter le garçon que tu as détruit ?» Il n'avait pas de réponse. Cette nuit-là, alors que Malcolm se préparait à dormir, une lettre arriva au poste de police. Ce n'était pas signé. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Une confession écrite, une carte de Houghton House indiquant l'endroit où se cachait le journal de Marcus Hale et une clé en laiton. L'inspecteur Cray a appelé Miss Marple juste après 9 heures. « Je crois que M. Finch a décidé de coopérer, a-t-il déclaré. »« Alors on est plus près du but, » répondit Miss Marple. « Mais ce n'est pas fini. »« Non, non, » dit-elle d'une voix douce, « parce que quelqu'un d'autre est venu visiter cette maison après la mort de Marcus. Quelqu'un qui a laissé un mouchoir, une odeur de parfum et des fils d'écharpe rouge sur le mur du jardin.
Il y eut une pause, et qui, a-t-elle ajouté, avait bien plus de raisons de haïr Marcus Hale que Harold Finch n'en avait jamais eu. Chapitre 8. Le deuxième visiteur. Le temps a brusquement changé mardi, ce genre de vent mordant qui s'engouffrait dans les haies et faisait tourbillonner la fumée des cheminées sur les toits de Marlecombe. C'était un froid printanier cruel, pas assez intense pour mériter des écharpes, mais suffisamment persistant pour donner l'impression d'être vaguement trahi par la saison. Miss Marple se tenait dans son salon contemplant le petit jardin à l'arrière où un couple de merles sautillait entre les pots de fleurs. Les crocus s'étaient ouverts tôt cette année, un optimisme fragile, pensa-t-elle. Et pourtant, quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement le fait que Marcus Hale avait été assassiné. C'était ça, quelqu'un d'autre était revenu dans cette maison après sa mort. Les détails provenaient du rapport de police de l'inspecteur Cray, auquel Mademoiselle Marple avait eu droit de jeter un coup d'œil discret sous couvert d'avis consultatif, même si elle et Cray savaient qu'il ne s'agissait que d'une simple déférence. Personne d'autre dans le comté n'avait résolu autant d'affaires que Mademoiselle Marple, même si elle n'en avait jamais revendiqué la paternité. Parmi les découvertes répertoriées figurait la présence de 2 séries distinctes d'empreintes de pas dans le sol meuble derrière Hawthorne House. L'une appartenait à Hale, des semelles en caoutchouc plus larges, typiques des hommes. L'autre, plus petite et plus étroite, était marquée par ce que l'assistant de l'inspecteur avait curieusement décrit comme un talon plus élégant. Cela signifiait que quelqu'un l'avait suivi, ou était arrivé après lui, et Miss Marple était certaine que ce n'était pas Harold Finch. Finch, malgré son péché, et il était un péché malgré les années écoulées, ne lui avait pas semblé violent mais lâche. Son silence avait tout coûté à un garçon, mais un meurtre non, pas de sa propre main. Quelqu'un d'autre avait voulu la mort de Marcus. Non pas pour faire taire le passé, mais pour punir Hill. Elle se détourna de la fenêtre et reprit sa place au bureau, relisant ses notes pour ce qui devait être la 100e fois. Marcus Hale, de retour à Marlecombe après des décennies. J'ai visité Hawthorne House, j'ai laissé un journal caché derrière un panneau. Visité par Finch, confirmé mais aucun contact établi. Deuxième visiteur vu par Tommy Pierce. Femme, foulard rouge, Evelyn Brooke présente, mais après le meurtre. Fils rouge trouvé près du mur du jardin. Elle a souligné le mot foulard. C'était le détail qui comptait. Ce fil rouge correspondait à celui trouvé sur les ronces du jardin devant Hawthorne House. Un fait révélé discrètement par Cray. Personne d'autre n'en avait été informé, ce qui signifiait que Miss Marple était la seule à savoir faire le lien. Et elle avait déjà vu une écharpe de ce genre auparavant, à la fête de l'église. Il avait été porté par nul autre que Mme Nora Albright. Miss Marple se souvenait parfaitement d'elle. Veuve depuis près de 3 ans, elle s'était installée à Marlecombe 18 mois plus tôt et occupait la maison d'angle de Rose Lane. Âgée de 45 ans, elle était remarquable et ne cessait de se remettre d'une pointe de nervosité. Elle se portait volontaire de manière irrégulière. Elle allait à l'église de façon irrégulière. Et elle était récemment devenue une figure incontournable du club de lecture, même si elle commentait rarement. Mais ce dont Miss Marple se souvenait le plus, c'était de son écharpe, rouge, soie, nouée trop serrée au niveau du cou. Juste assez pour retentir, pour cacher un tremblement. Après mûre réflexion, Miss Marple prit sa canne et se dirigea vers Rose Lane. Il était presque midi lorsqu'elle arriva à la porte de Maison du Trèfle, une petite maison à 2 étages avec des volets lumineux et des parterres de fleurs encornés de l'hiver. Les rideaux étaient tirés à la fenêtre du haut. De la fumée s'échappait de la cheminée. Miss Marple frappa. Un instant passa. Puis, la porte s'ouvrit pour révéler Madame Albright elle-même. Les cheveux impeccablement épinglés, le chemisier impeccable et, oui, le même foulard rouge enroulé autour de son cou. « Miss Marple, dit-elle d'un ton un peu trop enjoué, quelle surprise! J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, pas du tout. Entrez. Voulez-vous du thé? Ou du Quérès peut-être? Du thé serait délicieux. » On la conduisit dans un salon digne d'un magazine. Coussins parfaitement disposés, vase de fleurs artificielles et un ensemble de cuillères anciennes montées dans une boîte cadre. Aux yeux de Miss Marple, tout cela était un peu trop... faire le ménage. Pas propre. Mise en scène. La maison de quelqu'un qui craignait le désordre pourrait laisser entrer autre chose. Madame Albright revint avec un plateau, les mains fermes, le sourire figé. « Je suppose que vous êtes venu pour cette horrible affaire, » dit-elle en versant. « Tout à fait, répondit Miss Marple, même si je trouve que ce sont souvent les plus petites choses qui apportent la clarté. Tu veux dire des preuves? En un sens, dit Miss Marple d'un ton doux.
parfois un fil de laine ou une écharpe. Madame Albright marqua une légère pause. Une écharpe? Oui, j'ai toujours admiré le tien. Le rouge est un choix audacieux. C'était un cadeau? Une lueur traversa le visage de la femme. De la part de mon défunt mari. Miss Marple but une gorgée. Ah, je me souviens avoir entendu dire qu'il était mort subitement. Crise cardiaque, en France, voyage d'affaires. Oui, bien sûr. Quelle tristesse. Elle marqua une pause. A-t-il déjà parlé de Marcus Hale? La tasse cliquetait doucement contre sa soucoupe. Je suis désolé? Marcus Hale, dit doucement Miss Marple. L'homme qui est mort dans le pavillon. Il était à Marlicombe il y a de nombreuses années, enfant. Madame Albright posa son thé. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que je crois que tu le connaissais. Il y eut un silence profond et épineux. Et puis la voix de la femme retentit, faible et cassante. J'ai connu un garçon, autrefois, il y a longtemps. Le nom de ce garçon aurait-il été Hale? Elle hésita. J'avais 9 ans, il en avait 11. Nous étions au même endroit. Elle était malade et j'étais encombrante, vous savez. Alors, on m'a mise là. Et les sœurs ont dit qu'on avait eu de la chance. Miss Marple resta silencieuse. Mais ce n'était pas de la chance, c'était l'enfer. Ses mains se crispèrent. Il y avait un homme, je ne me souviens plus de son nom. Il nous observait, il souriait trop. Les autres filles m'ont prévenu, Marcus m'a prévenu, il m'a protégé. Elle détourna le regard, et puis il a disparu. Miss Marple se pencha doucement. L'avez-vous revu avant la semaine dernière? Non, murmura-t-elle. Pas avant la fête. Je ne l'avais même pas reconnu au début, mais ensuite, je l'ai vu regarder les enfants danser. À la façon dont il les regardait, si triste, je savais, et il m'a vu. Qu'a-t-il dit? Rien. Il s'est retourné et est parti, mais je l'ai suivi. Le cœur de Miss Marple ralentit. À Houghton House? Elle hocha la tête. Je l'ai confronté, dit-elle. Je lui ai demandé pourquoi il n'était jamais revenu, pourquoi il m'avait laissé seul face à cette situation. Qu'a-t-il dit? Qu'il avait essayé, dit-elle amèrement, qu'il l'avait renvoyé, qu'il se souvenait de moi, qu'il m'aimait. Elle porta une main à ses lèvres. Mais c'était trop tard. Il était tellement brisé, je ne pouvais plus le supporter. L'as-tu tué? Non, haleta-t-elle. Je l'ai laissé là. Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. J'ai déchiré l'écharpe. Mais je ne l'ai pas tué. Je le jure. Miss Marple l'observa attentivement. Sa détresse était réelle, son chagrin à vif. « Je te crois, dit-elle doucement. Madame Albright s'est effondrée. Mais, poursuivit Miss Marple, quelqu'un d'autre savait que Marcus était revenu. Quelqu'un qui craignait d'être démasqué. Quelqu'un qui était resté invisible tout en jouant un jeu discret et dangereux. Elle se leva. « Et je crois, a-t-elle déclaré, que le prochain coup dans ce jeu a déjà été fait. » Chapitre 9. L'homme sur la photo. C'est le lendemain matin que la tempête a finalement éclaté. La pluie ne tombait pas en averses fines, mais en torrents acérés et impitoyables qui s'abattaient sur les fenêtres du cottage de Miss Marple avec un rythme militaire. Le ciel était un immense manteau gris, et l'air sentait la terre détrempée. L'âme avait ajouté une nouvelle dimension, non pas de suspicion, mais de tragédie. Le garçon avait autrefois tenté de la protéger. Des années plus tard, il s'était retrouvé. Trop tard. Et pourtant, Miss Marple avait toujours le sentiment que la forme du crime était incomplète. Quelqu'un avait tué Marcus. Ni par panique,
ni par rage, mais volontairement. Et cette personne, croyait-elle, n'était pas Harold Finch, ni Evelyn Brooke, ni même Madame Albright, mais quelqu'un faire cache à la vue de tous. À 10h15, Miss Marple s'habilla, s'enveloppa dans son imperméable et brava la pluie. Elle descendit Church Lane, passant devant les haies ruisselantes et le chemin de briques parsemé de flaques d'eau, jusqu'à ce qu'elle atteigne le cottage de Madame Clarice Pendle, l'historien officieux du village, membre de tous les comités, de la Marleycombe Restoration Society au Flower Show Steering Panel, et le gardien de plus de papiers que les archives du conseil local. Madame Pendle ouvrit la porte avec l'air d'une femme qui ne s'attendait jamais vraiment à recevoir des visiteurs, mais qui était toujours prête à les recevoir. « Mademoiselle Marple, bon sang, qu'est-ce qui vous attire sous cette pluie torrentielle? Entrez, entrez, vous allez mourir. »« J'espère bien que non, » dit Miss Marple d'un ton léger, « même si je crains que ce que je risque d'attraper ici soit plus intéressant qu'une pneumonie. » Madame Pendle cligna des yeux. « Est-ce à propos du meurtre? J'aimerais voir l'album commémoratif de la paroisse, si vous me le permettez. Celui de la fin des années 1930. Mon Dieu, vous demandez des choses obscures. Les choses obscures cachent souvent les vérités les plus claires. » Madame Pendle, toujours disposée à être consultée, se précipita vers son placard et revint 5 minutes plus tard avec un livre poussiéreux relié en cuir, sentant légèrement le moisi et les sachets de roses. L'album était un véritable trésor, des photos de classe, des instantanés de foire, des photos de pique-nique, de garden party et de sorties de chorale. Tout était étiqueté, tout était méticuleux. Miss Marple tournait lentement les pages. Puis elle l'a trouvée, une photographie de 1937, une fête religieuse. Des enfants posent près du puits, à côté du treillis de roses. Au centre, un garçon au regard solennel, Marcus, debout, légèrement à l'écart des autres. Et à côté de lui, un homme avec un large sourire, la main sur l'épaule. Le nom écrit en dessous. Monsieur Simon Travers, photographe de la fête, membre du comité. La guerre, selon le rumeur du village. Mais Mademoiselle Marple avait toujours soupçonné qu'il n'était jamais parti complètement. D'autant plus qu'un certain Monsieur Stuart Rhines, un gentleman tranquille et modeste, avec une petite pension et un pension pour le jardinage, avait élu domicile à vue sur le verger en 1952. Une maison appartenant, comme il s'est avéré, au domaine Travers, Rhines, pas Travers. Mais Miss Marple l'avait rencontré une fois, brièvement, et avait trouvé son visage étrangement familier. Elle ferma le livre et se tourna vers Madame Pendle. « Vous vous souvenez de Monsieur Rhines ?» Madame Pendle le renifla. « Il est mort il y a 2 ans. Insuffisance cardiaque. Il vivait comme un ermite, toujours poli. Il ne parlait jamais de sa famille. A-t-il déjà travaillé avec des enfants? » Madame Pendle parut surprise. « Eh bien, je crois qu'il a aidé à organiser les livres de la chorale. »« Pourquoi? » Mais Miss Marple se levait déjà. « Merci, Clarisse. Tu m'as été d'une grande aide. » De retour dans son cottage, la pluie trempant ses sourcils et l'esprit en ébullition, Miss Marple a exposé ses découvertes. Simon Travers, égale à fête photographère 1937. Lié à Marcus Hailele, domaine familial Travers, conservé jusqu'à 1952. Monsieur Stuart Rhines, aménagé dans une propriété cette année-là, fait ce correspond à Simon Travers,
changement d'identité. Elle leva les yeux vers le feu, qui brillait maintenant d'une couleur ambrée contre la grille. Simon Travers avait disparu juste au moment où le scandale de l'orphelinat éclatait. Il avait peut-être changé de nom. Il avait aménagé discrètement dans la maison. Il avait vécu tranquillement. Et peut-être, avait-il assisté au retour de Marcus Haile. Aurait-il pu le tuer? Non. Rain s'était décédé il y a 2 ans. Mais cela signifiait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait son passé, avait quelque chose à protéger. Le domaine de Travers était passé à un cousin éloigné, se souvint Miss Marple, un homme nommé Edward Layton, qui avait géré les affaires discrètement et qui visitait encore le village à l'occasion. Elle retrouvait dans ce dossier la dernière enveloppe des agence immobilières, datée de 6 mois. Son adresse provenait d'un bureau de Winchester. Et maintenant, il était temps de parler à nouveau à l'inspecteur Gray. Je sais ce qui s'est passé, je sais où c'était caché, je n'ai plus peur. Miss Marple resta silencieuse un instant. Ce n'était pas un aveu, dit-elle finalement, c'était un avertissement. C'est bien ce que je pensais, dit Gray, mais nous n'avons pas l'adresse de ce Layton. Tu le sais maintenant, dit Miss Marple, et tu découvriras qu'il est arrivé au village plus récemment qu'on ne le pense. Chapitre 10. L'homme de Winchester. C'était une particularité de la campagne anglaise. Quelle que soit la gravité du scandale, la froideur du meurtre ou l'inquiétante émotion sous-jacente, le courrier devait toujours arriver à temps. Et il arriva, beau temps, mauvais temps, dans le petit panier rouge de vélo de Michael Trent, qui sonna sa sonnette à 8h30 précise mercredi matin, qui s'éloigna sans jamais soupçonner la noirceur des vies dont il livrait les lettres. Miss Marple, qui n'avait reçu que 2 enveloppes ce matin-là, une circulaire de la Linen Society et une de Lucie à Exeter avec des nouvelles de ses rhumatismes, s'était déjà habillée, avait déjeuné et avait préparé ses notes. Elle attendait l'inspecteur Gray. Il est arrivé un peu avant 10h, le col de son manteau encore humide et la moustache légèrement emportée par le vent. « Eh bien, dit-il en entrant dans son salon et en lui permettant de prendre son manteau avec la politesse due à son âge et à son intelligence. Vous aviez raison. » Elle s'autorisa un petit sourire. « Ça arrive. » Edward Layton, poursuivit-il en acceptant le thé qu'elle lui offrit, a hérité du domaine de Travers en 1951. Cousin éloigné, clerc de notaire. Il n'a jamais résidé officiellement à Marleycombe, mais il y est venu chaque mois jusqu'à il y a environ 2 ans, principalement pour s'occuper de l'entretien du jardin et du domaine. A-t-il déjà vécu ici sous un faux nom? Gray hésita. On ne peut pas encore le confirmer, mais il y a plus. Le journal que nous avons récupéré, celui de Marcus Hale, comportait une annexe, une liste de noms. La plupart n'étaient que des prénoms, mais 2 étaient complets, S. Travers et E. Layton. Miss Marple croisa les mains, puis il s'en souvint. Il semble que oui. Gray se pencha en avant. Nous avons contacté le cabinet Winchester où travaillait Layton. Ils ont dit qu'il avait quitté leur emploi il y a 3 semaines, retraite anticipée. Pas d'adresse de réexpédition. Miss Marple hocha lentement la tête. Il est là. Gray fronça les sourcils. Ici, à Marleycombe? Il est venu en même temps que Marcus, dit-elle. Il est là depuis. Gray cligna des yeux. Comment le sais-tu? À cause des fleurs. Gray lui lança le regard que la plupart des hommes lançaient lorsqu'ils étaient confrontés à une déduction de Marple. Le pavillon d'été, dit-elle. Quand Marcus a été retrouvé, il y avait un vase rempli de jonquilles fraîches sur le banc à côté de lui. Mais il n'y avait pas de jonquilles à proximité. Et Evelyn Brooke a dit qu'elle ne les avait pas placées. Madame Albright non plus. Gray se rassit. Alors quelqu'un est venu avant la découverte du corps? Ou après le meurtre, dit-elle. Mais avant l'arrivée d'Evelyn. Ce qui veut dire que quelqu'un est resté assez longtemps pour observer, dit-elle, et pour monter un petit tableau. Gray se frotta le menton. Tu crois que c'est Layton qui a fait ça? Je pense, dit Miss Marple, que Marcus Hale le faisait chanter, non pas pour de l'argent mais pour la vérité. Et je pense qu'Edward Layton
craignait plus que le scandale. Il craignait la révélation de faits plus personnels. Grace se leva. « On va vérifier les auberges, les maisons d'hôtes. »« Pas besoin, dit-elle. Il ne loge pas dans une auberge. Il loge dans la seule maison que personne ne remet jamais en question. » Gray regarda fixement. « Hawthorne House, dit-elle. Mais la maison est scellée. »« Pas vraiment. Tu te souviens que la serrure de la porte arrière a été forcée? » Gray hocha la tête. « Il est entré, il a nettoyé, il est resté. Il y a une cheminée, une citerne et beaucoup d'espace pour quelqu'un qui a l'habitude de se cacher. » Gray avait l'air sombre. « On enverra une équipe sur place dans 1 heure. »« Non, dit-elle rapidement. Laisse-moi passer en premier. » Gray cligna des yeux. « Mais pourquoi? »« Parce qu'il ne s'enfuira pas si c'est moi, dit-elle, et parce que je crois qu'il veut parler. » 1 heure plus tard, sous un ciel d'un gris et terne, Miss Marple s'approcha de Hawthorne House. Elle portait ses gants les plus doux, ses chaussures de marche et son expression la plus calme. La porte, comme elle le soupçonnait, était entr'ouverte. À l'intérieur, l'air était frais et sentait la cendre et l'huile essentielle de citron. Quelqu'un avait balayé, quelqu'un avait entretenu le foyer, et quelqu'un avait placé une rangée de tasses à thé sur le rebord de la fenêtre, chacune remplie d'eau et d'une tige de pissenlit. Elle entra dans le salon, et il était là. Un homme d'une 60aine d'années, grand, cheveux gris coiffés en arrière, regard vif et attentif. Il portait un pull au coude rapiécé et un pantalon usé. Ses chaussures étaient cirées, ses mains immobiles. « Vous êtes Miss Marple ?» dit-il. « Je suis. » Il fit un geste vers une chaise. « S'il vous plaît. » Elle s'est assise. « Tu es là depuis l'arrivée de Marcus. » Il hocha la tête. « Pourquoi ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il fouilla dans un tiroir et en sortit une photo. Une que Miss Marple reconnut dans l'album. « Travers. »« Pas ton père? » ?»« Non, dit-il. C'est lui qui m'a élevé. Mon vrai père est mort quand j'avais 4 ans. Simon m'a recueilli. Je l'appelais tonton, même s'il ne l'était pas. C'était un tuteur, je suppose. » Miss Marple ne dit rien. « Je l'adorais, poursuivit Layton. Tout le monde l'adorait. Il était charmant, généreux et complètement creux. » Elle pencha la tête. « Il faisait du mal aux gens, dit Layton. Des enfants, des garçons. Marcus était l'un d'eux. J'en étais un autre. » Miss Marple perdit son souffle. Il poursuivit. « Je n'en ai jamais parlé, pas une seule fois, jusqu'au retour de Marcus. Je l'ai reconnu, pas immédiatement, mais finalement. Il avait l'air de quelqu'un qui avait appris à vivre avec les fantômes. Et toi? » « Je n'ai jamais rien appris, dit-il simplement. Je l'ai enterré. J'ai changé de nom. J'ai bâti ma vie sur l'oubli. Mais lui, il s'en souvenait pour nous deux. »« Est-ce qu'il t'a menacé? » ?»« Non, dit Layton. Pire encore. Il m'a pardonné. » Les sourcils de Miss Marple se levèrent. Il a dit que ce n'était pas ma faute, que nous avions tous deux été victimes, qu'il voulait que je parle, que je donne un nom, pour que plus personne ne puisse mentir. « Mais tu ne l'as pas fait. »« J'avais dit que je le ferais, dit-il. Mais je mentais. J'étais terrifié. Que tout ce que j'avais caché soit dévoilé. Et puis, je suis parti. Je suis retourné à la maison. Je me suis assis ici. Puis je l'ai vu se diriger vers le pavillon. J'ai pensé qu'il allait peut-être aller voir la police. » Miss Marple se pencha en avant. « L'as-tu suivi? » Il la regarda dans les yeux. « Oui, mais quand je suis arrivé, il était déjà mort. » Elle s'est figée. « Tu ne l'as pas tué? »« Non, dit-il d'une voix tremblante. Quelqu'un d'autre est arrivé avant. J'ai vu les jonquilles. J'ai vu son visage. Et j'ai couru. » Miss Marple resta assise, très immobile. « Vas-tu dire ça à la police? »« Oui, dit-il doucement. Mais tu dois me croire. J'ai menti à Marcus, mais je ne l'ai pas tué. » Miss Marple baissa les yeux sur ses gants,
je te crois, dit-elle, parce qu'il manque quelque chose à ton histoire. Quoi? Tu n'es pas le seul à l'avoir suivi jusqu'au pavillon d'été. Chapitre 11. La fille au parapluie vert. Le ciel s'était éclairci dans l'après-midi, non pas pour les guerres, avant que le temps n'efface toutes les douces façades de la vie. À sa porte, elle s'arrêta. Une jeune femme se tenait juste devant elle, dans le chemin, partiellement protégée par un pommier. Elle était mince, vêtue d'un manteau qui lui arrivait aux genoux, tenant un parapluie vert fermé à la main. Elle surveillait la maison de Miss Marple. Miss Marple ajusta ses gants et marcha vers elle. La fille se retourna brusquement. « Oh, dit-elle, je ne voulais pas t'effrayer. »« Vous ne l'avez pas fait, dit Miss Marple d'un ton aimable. Mais je me demande si vous espériez me voir. » La fille hésita puis hocha la tête. « On m'a dit que tu pourrais comprendre. »« J'essaie, dit Miss Marple. »« Pourquoi n'entres-tu pas? » La fille la suivit d'un pas hésitant, ses doigts serrés autour du manche du parapluie. À l'intérieur, Miss Marple retira son manteau et son chapeau, plaça le bouilloire sur la plaque de cuisson et offrit à la jeune fille un siège dans le salon. Elle était assise, raide, les yeux écarquillés et alertes, comme un cerf habitué à être chassé. « Je m'appelle Anna, » dit-elle finalement, « Anna Travers. » Miss Marple, qui s'en doutait déjà, hocha simplement la tête. « Je suis la fille de Simon Travers, » poursuivit Anna, « même si je n'ai jamais été reconnue publiquement. »« Tu es déjà venue à Marleycombe. » Elle hocha la tête. « Il y a des années, juste brièvement. On m'avait dit de ne jamais en parler. Et maintenant? »« Je suis revenue quand j'ai appris le meurtre, » dit-elle. « J'ai reconnu son nom. Marcus Hale. Je me suis souvenu que mon père parlait de lui, tard le soir, quand il avait bu. Il disait que c'était une petite bête, qu'il avait tout gâché. » Ses mains se crispèrent. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai commencé à chercher. Et quand j'ai vu son nom, j'ai su qu'il était temps. Il est temps de faire quoi? Arrêtez de faire semblant, dit Anna. J'ai vécu toute ma vie avec des fantômes. Mon père était charmant, brillant et brisé, et il a brisé les autres. Miss Marple lui offrit une tasse de thé. « Vous avez parlé à la police? »« Non, j'avais peur. Je pensais qu'ils penseraient peut-être que j'étais impliqué. Et toi? » Les yeux d'Anna brillèrent, non pas d'offense, mais d'une profonde tristesse. Non, mais je suis quelque chose. La nuit où Marcus est mort. Miss Marple resta assise, très immobile. J'étais près du pavillon d'été, dit Anna, comme s'ils essayaient de ne pas être entendus. Marcus se leva. Et l'homme? Il posa une main sur l'épaule de Marcus. J'ai cru que c'était un geste de réconfort. Puis soudain, Marcus tituba en arrière et tomba. Elle déglutit difficilement. L'homme s'est penché. Il a fait quelque chose avec le corps. Et puis, il a déposé des jonquilles à côté de lui. Juste, il les a déposés, comme s'il organisait une cérémonie. Tu as vu son visage? Pas clairement, mais j'ai vu sa bague. Miss Marple plissa les yeux. Quel genre de bague? En or, style chevalière, avec un oiseau dessus. Une colombe, je crois. Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers son bureau. Elle ouvrit un petit tiroir et en sortit une vieille photo du comité paroissial, datant de 1984. Un groupe d'hommes et de femmes, endimanchés, souriant poliment devant l'église. Saint-Marc. Elle l'a donné à Anna. « Est-il là ?» Anna regarda fixement.
ses yeux se déplaçant d'un visage à l'autre. Puis elle s'est arrêtée. « Celui-là, dit-elle, avec le costume sombre, c'est lui. » Les lèvres de Miss Marple se pincèrent. « Es-tu sûr? »« Oui. »« Alors je crois que nous venons de résoudre la dernière pièce du puzzle. » Anna leva les yeux surprise. « Cet homme, dit doucement Miss Marple, c'est Gérald Brooke. » Anna cligna des yeux. « Le conseiller municipal? » ?»« Le même. L'oncle d'Evelyn Brooke, un homme respecté, très impliqué dans l'aménagement du village, la surveillance foncière et, semble-t-il, cachant des secrets de famille. » « Mais pourquoi le ferait-il? » « Parce que Marcus menaçait l'histoire qu'ils avaient tous construite, » dit Miss Marple. « Simon Travers était un monstre, mais les monstres agissent rarement seuls. Il y avait des protecteurs, des complices, d'autres qui tiraient profit du silence. » Anna baissa les yeux vers sa tasse. « Je pensais que venir ici apporterait la paix, » murmura-t-elle. « Mais ça ne fait qu'apporter plus de questions. » Miss Marple posa doucement une main sur la sienne. « La paix ne vient pas de l'oubli, elle vient de vérité, et vous avez fait un pas courageux dans cette direction. » Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, bien après que les lampes aient été allumées, écrivant une dernière note dans son petit journal en cuir. Marcus est suffisamment nuageux pour dissuader les colporteurs de s'attarder trop longtemps à la vitrine de la boulangerie, et suffisamment frais pour permettre un second feu dans le salon sans paraître complaisant. Le village, encore humide de la tempête de 2 jours, avait repris son rythme habituel. Les enfants sautaient à la corde sur Church Lane, M. Hatherby livrait le charbon avec un lent bruit métallique, et le pasteur s'exerçait à sa lecture dominicale dans la nef, ignorant que derrière le voile de la routine, un règlement de compte avait commencé. Miss Marple avait passé la nuit à organiser ses pensées comme des patrons de couture. Il y avait des fragments de conversation, des empreintes de pas dans l'herbe mouillée, des feuilles de thé dans des tasses en porcelaine. Chacun d'eux était banal individuellement, mais ensemble, ils formaient un tableau. Marcus Hale n'était pas revenu pour se venger. Il était venu pour rendre des comptes. Et quelqu'un qui avait tout à perdre, l'avait accueilli avec le silence, puis la mort. Mais Miss Marple savait depuis des décennies qu'on tue rarement sous le coup de la passion. Un véritable meurtre, disait-elle toujours, est propre, froid, exécuté par ceux qui ont passé des années à pratiquer l'art de la dissimulation. Et maintenant elle en avait vu assez pour savoir qui avait gardé les secrets les plus profonds enfouis sous les chemins de gravier fraîchement balayés de Marleycombe. Il était temps de remuer la terre. À 11h10 précise, elle sonna la cloche de maison Brookside. La porte d'entrée s'ouvrit un instant plus tard. Monsieur Gérald Brooke, conseiller municipal, bienfaiteur et ami général de toutes les causes, poli et conservateur, sourit avec une légère surprise. « Miss Marple, quel plaisir inattendu. »« J'espère ne pas vous déranger, dit-elle doucement. Mais je me suis retrouvée avec un surplus de scones et j'ai pensé que vous pourriez en apprécier un avec votre thé. » Il cligna des yeux. « Eh bien, c'est très gentil. S'il vous plaît, entrez. » Il s'écarta et la conduisit dans un salon chaleureux et ordonné avec de murs bleu pâle, des coussins fleuris et une armoire vitrée contenant des cuillères à café en argent qui n'avaient, sans doute, jamais remué autre chose que de la confiture de foire d'église. Miss Marple prit place au bord du canapé, ses gants soigneusement pliés à côté d'elle. Gérald versa le thé avec la douceur d'une longue habitude. « À quoi me vaut ce plaisir ?» demanda-t-il en s'installant en face d'elle avec un léger sourire exercé. « Oh, dit Miss Marple d'un ton léger, vous me connaissez. Je trouve la compagnie plus facile à digérer quand elle est accompagnée de bonnes pâtisseries et d'un temps maussade. » Il rigola. Elle l'observa tandis qu'il sirotait. Ses cheveux étaient gris poivre, peignés avec précision. Sa veste était impeccable. Ses chaussures étaient cirées. Ses ongles étaient coupés, ses cuticules pressés. Mais ses yeux,
Oh, ses yeux, ils étaient trop vifs. Je me demande, dit-elle doucement, si je pourrais poser une question plutôt délicate. Bien sûr. Tu connais Evelyn depuis longtemps. C'est ma nièce, dit-il d'une voix douce. La fille de mon défunt frère, une gentille fille, quoique têtue. Elle se souciait de Marcus Hale. Il s'arrêta. Elle l'a mentionné? Elle l'aimait, dit Miss Marple, même si elle ne l'admettrait jamais, même pas à elle-même. Monsieur Brooke regarda dans sa tasse. Il lui a fait du mal, je crois, cet homme. Marcus. Miss Marple pencha la tête. Vraiment? Il la regarda dans les yeux. Elle est toujours attirée par les objets cassés, même enfant. C'est curieux, dit Miss Marple en posant sa tasse, parce que, d'après ce que j'ai entendu, c'est elle qui a essayé de le soigner. Il n'a rien dit. Voyez-vous, poursuivit-elle, Evelyn m'a dit que Marcus l'avait sauvé un jour, là où aucun enfant n'aurait dû se trouver. Il l'a protégé, et je crois qu'il l'a aimé toute sa vie. Alors pourquoi l'a-t-il quitté? La voix de Miss Marple baissa. Parce que quelqu'un a fait en sorte qu'il ne soit jamais en sécurité. L'expression de M. Brooke se durcit. Pourquoi êtes-vous ici, Miss Marple? Elle sourit. Pour te donner l'occasion de dire la vérité. Il rit, bref et cassant. À propos de quoi? Oh, à propos de tant de choses. Les jonquilles, par exemple. Il est resté immobile. Très bon goût, dit-elle, presque tendre, mais mal placé. Voyez-vous, elles ne fleurissaient pas près du pavillon. Elles étaient coupées, arrangées. Il essaya de ricaner. « Tu crois que c'est une preuve? »« Je pense que c'est une question de caractère, » répondit Miss Marple. « Et puis, il y a la bague. » Ses doigts tremblaient. « Un seau en or avec une colombe, dit-elle doucement. « Très original. C'est assez traditionnel dans votre famille, je crois. » Il n'a rien dit. « Anna Travers vous a vu, Monsieur Brooke. Elle vous a vu déposer les fleurs. Elle a vu la bague. Elle a vu Marcus tomber. »« Cette fille, commença-t-il. » Miss Marple leva la main. « Non. » Plus de mensonges. Elle se leva, très lentement. Vous avez protégé Simon Travers, n'est-ce pas? Même après le scandale. Vous avez contribué à modifier les dossiers, à rectifier les noms. Et quand Marcus est revenu, quand il s'est souvenu, vous avez compris que tout finirait par éclater. Alors vous l'avez rencontré. Vous avez essayé de le raisonner. Il a refusé. Elle le regarda directement. Tu l'as tué, parce que le silence était devenu une habitude. Le masque est tombé. Gerald Brooke se rassit dans son fauteuil, les yeux soudainement vieux et fatigués. « Il n'a jamais été question de moi, » dit-il doucement. Il s'agissait du village, de le préserver. Sais-tu ce qui arrive quand on déterre le passé, quand on exhume tous les péchés et toutes les hontes? Tout pourrit. La voix de Miss Marple était calme. Peut-être que oui. Il allait écrire, publier, citer des noms, détruire la dernière chose décente que j'ai jamais connue. Elle ne sourcilla pas. Il voulait la vérité. La vérité, dit Gerald Brooke, debout, est une arme, et Marcus était prêt à s'en servir. J'ose dire, dit doucement Miss Marple, qu'il l'aurait utilisé avec gentillesse. Il y eut alors un silence entre eux, le silence de deux personnes qui comprenaient que les mots, une fois prononcés, ne disparaissent pas. Finalement, elle se retourna. « Tu devrais venir avec moi, » dit-elle. « Vers où? »« Au commissariat. » Il regarda vers la fenêtre. Le vent agitait le jardin. Un pétale frappa la vitre. « Tu sais, » dit-il doucement, « j'ai toujours pensé que tu n'étais qu'une vieille femme curieuse. » Miss Marple sourit. « Et moi aussi. » Il la suivit dehors. Plus tard, alors que la pluie revenait et que la cloche de l'église sonnait doucement sur les toits de Marleycombe, l'inspecteur Cray s'appuya contre le comptoir de la gare et secoua la tête. « Comment le saviez-vous? » Miss Marple remua son thé. « Parce que quand on vit avec la culpabilité depuis des décennies, on vit différemment, pas avec le fardeau, avec le contrôle. » Monsieur Brooke était un homme très maître de lui-même. Cray n'a rien dit. Et parce que, mon cher inspecteur,
ajouta-t-elle avec une pointe de tristesse. Les pires crimes ne se commettent pas dans la folie, mais dans les bonnes manières. Chapitre 13. Le prix de la vérité. Les jours qui suivirent la confession silencieuse de Gerald Brooke passèrent dans le silence étrange d'un village qui avait finalement réalisé qu'il n'était pas à l'abri. Marleycombe s'était toujours considéré comme une île, pittoresque, isolée, parfaitement agencée comme une collection de tasses de thé sous une vitre. Mais maintenant, la vitre s'était fissurée, et chacun, de l'épicier à la femme du pasteur, semblait se mouvoir avec la conscience hébétée de ceux qui ont aperçu une ombre derrière le rideau et ne peuvent plus faire comme si elle n'était pas là. Miss Marple observait tout cela de plus tête. Le passé, dit-elle, n'est jamais aussi passé qu'on le croit. Cet après-midi-là, elle se rendit au commissariat sous un ciel pâle strié d'un soleil humide. L'air était calme, les arbres dénudés de fleurs, même si des bourgeons commençaient à se former. Une vie nouvelle, hésitante et méfiante. L'inspecteur Cray était dans son bureau, les manches retroussées, la chemise légèrement froissée et l'expression tendue par l'épuisement. « Tu as entendu la nouvelle ?» demanda-t-il. « Que Gerald Brooke a demandé à faire une déclaration complète au tribunal plutôt que de conclure un accord par l'intermédiaire de son avocat ?» Cray hocha la tête. « Il dit qu'il veut que toute la vérité soit consignée. Sur Simon Travers, sur les dissimulations, sur les dons aux fonds paroissiaux qui ont servi à faire taire les victimes. » Miss Marple pinça les lèvres. « C'est rare, inspecteur. Un homme en quête de rédemption après un acte. » Cray se rassit. « Ça va être le chaos. La moitié du village sera sur les nerfs. La presse va débarquer. Et j'ai 2 agents et une secrétaire d'emprunt. J'ai confiance en votre compétence, dit chaleureusement Miss Marple. Il lui adressa un sourire las. Evelyn Brooke a aussi donné son témoignage. Elle a tout confirmé. Elle part. Elle retourne à Londres. Elle dit vouloir tout recommencer. Elle m'a demandé de vous remercier. » Miss Marple détourna le regard vers la fenêtre. Elle a mérité sa paix. Cray hésita. Il y a autre chose. Le rapport préliminaire du coroner est arrivé. Elle n'a pas seulement été blessée, il avait des blessures défensives. Et il avait un sédatif dans l'organisme. Miss Marple se retourna lentement. Ce n'était pas dans les conclusions initiales. Non, ce qui veut dire que Brooke avait tout planifié depuis plus longtemps qu'il ne le laissait paraître, ou que quelqu'un d'autre l'avait aidé. Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. « Non, » dit-elle enfin. Brooke voulait peut-être contenir Marcus, voire l'effrayer. Mais un meurtre? Je ne crois pas qu'il ait été prémédité. La drogue, ce n'était peut-être pas l'œuvre de Brooke. Cray cligna des yeux. Et alors? Miss Marple se leva. Il reste un fil, inspecteur, et je dois le tirer. Ce soir-là, alors que Marleycombe se préparait pour un service provisoire du Vendredi Saint, des hymnes calmes et pas de fleurs, seulement l'écho de la perte, Miss Marple visita le dernier endroit sur sa carte. L'auberge. Le village était au service de la ville depuis un siècle, plus longtemps que le bureau de poste, et même plus longtemps sans sourciller. Miss Marple a trouvé ses lunettes en train de polir dans le bar du fond. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-elle. « Puis-je vous tenter avec un peu de sherry? »« Pas tout de suite, merci, » dit Miss Marple en retirant ses gants. « J'espérais un mot sur l'un de vos anciens invités. »« Oh? » Evelyn Brooke. Madame Hartnell haussa les épaules. « Calme, toujours payé à temps. Je ne suis resté que quelques nuits. Je suis parti tôt, je n'ai pas parlé à beaucoup de gens. Est-ce qu'elle a dîné ici? Quelquefois. Le reste est généralement discrète. Elle prenait une petite bouteille de quelque chose, du tonic, comme elle l'appelait, qu'elle ajoutait à son thé tous les soirs. Le regard de Miss Marple s'éclaira. L'a-t-elle laissé derrière elle? Je l'ai toujours, dit Madame Hartnell. Je voulais le donner aux gendarmes.
Elle fouilla sous le bar et en ressortit avec une petite fiole ambrée, bouchée et étiquetée uniquement avec le mot « Pour le repos » en écriture élégante. Miss Marple le tournait dans ses mains. « Puis-je emprunter ceci ?»« Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ?» Miss Marple ne répondit pas. Au lieu de cela, elle est rentrée chez elle, s'est assise à son bureau et a écrit une dernière entrée dans son carnet. Ce n'est pas Brooke qui a drogué Marcus. Il avait l'intention de le confronter, pas de le tuer. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait bien Marcus, lui a administré le sédatif. Quelqu'un qui voulait s'assurer qu'il ne résisterait pas. Evelyn Brooke, la seule personne en qui Marcus avait confiance. La seule personne capable de le convaincre de boire quelque chose d'étrange, de prendre quelque chose sans poser de questions. Peut-être n'avait-elle pas l'intention de le tuer, mais elle l'a livré à l'homme qui l'a fait. Miss Marple regarda le ciel s'assombrir. Evelyn s'était enfuie trop vite, trop prudemment. Confession ou non, des questions restaient sans réponse. Mais Miss Marple, sage comme toujours, savait que certaines vérités étaient comme le gel, trop légères pour être vues, trop froides pour être ignorées. Et certaines personnes, même celles qui ont été sauvées autrefois, pourraient vous trahir simplement parce qu'elles ne pouvaient pas supporter le poids du souvenir. Elle plia le carnet, alluma sa lampe et attendit le matin, car avant que l'histoire ne soit terminée, il restait encore une porte à laquelle frapper. Chapitre 14. La rose en hiver. C'était une matinée froide, de ce genre que Miss Marple associait toujours aux fins de soirée. Le givre s'accrochait au portail du jardin comme une ponctuation silencieuse. Le silence du village n'était troublé que par le croassement d'un corbeau tournoyant au-dessus de la cheminée du presbytère. Le ciel avait pris une teinte argentée délicate, et tout Marlécombe semblait retenir son souffle. La bouilloire sur le feu, une jacinthe solitaire, fleurissant dans un pot près de la fenêtre. Elle n'avait pas beaucoup dormi, ses pensées avaient tourné en rond, long et triste toute la nuit, autour de Marcus Hale, d'Evelyn Brooke et des terribles choses que les gens portent en eux, même lorsqu'ils tentent de s'en libérer. Il y avait quelque chose dans le récit d'Evelyn, quelque chose de trop précis. Elle avait prétendu être arrivée au pavillon d'été après la mort de Marcus, mais elle connaissait l'emplacement des jonquilles. Elle savait aussi que son manteau était replié sous sa tête. Personne n'avait jamais mentionné ce dernier détail, pas même l'inspecteur Cray, à moins qu'elle n'ait été là, pas après, mais pendant. À 10 heures, Miss Marple se rendit à la gare du village. Cray la salua en haussant un sourcil. « Tu es arrivé tôt? J'aimerais parler à Evelyn. » Cray hésita. « Elle doit prendre le train de 11h15 pour Londres. Je peux envoyer un agent. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Laissez-moi faire. » Il hocha la tête. Miss Marple trouva Evelyn Brooke dans la salle d'attente. Elle était assise près du poêle, son manteau boutonné haut, les mains soigneusement croisées sur une petite valise. Elle paraissait plus âgée que la semaine précédente, non pas par ses traits, mais par sa posture, comme si une part essentielle d'elle-même avait finalement cédé. « Miss Marple, dit-elle en clignant des yeux, je ne m'attendais pas à... »« C'est rare, dit Miss Marple en s'asseyant à côté d'elle. Tu pars vite ?» Evelyn sourit faiblement. « Il n'y a plus de raison de rester. »« Je n'en suis pas si sûre, répondit Miss Marple. Il reste peut-être encore quelque chose à répondre. » Evelyn se raidit. « Tu as dit être arrivé au pavillon après la mort de Marcus, mais tu savais que son manteau était sous sa tête ?» Evelyn ne dit rien. « Tu savais pour les jonquilles. Tu savais qu'il avait des bleus aux 2 poignets, pas seulement au cou. » Un long silence s'ensuivit. Puis Evelyn dit « J'ai essayé de l'arrêter. » Miss Marple l'observait attentivement. Il est allé rencontrer quelqu'un. Il a dit qu'il était temps, qu'il arrangerait les choses, mais je savais, il ne le laisserait jamais partir vivant. « Alors tu as suivi ?» Evelyn hocha la tête. « J'ai essayé de le persuader de partir. Elle m'a dit qu'on pourrait aller en Écosse, repartir de zéro. Mais il était calme, certain. Il a dit
Laisse venir les fantômes, je n'ai plus peur d'eux. Sa voix s'est brisée. Il a bu le thé que je lui ai préparé, le tonique l'aidait à se calmer, dis-je, mais j'ai ajouté quelque chose. Arrêtez. Je ne savais pas que Brooke les suivrait si tôt, ni qu'il. Elle ferma les yeux. Quand je suis revenu, Marcus était mort. Et les jonquilles? Je les ai trouvés dans mon sac. Marcus les avait ramassés la veille. Je les ai placés à côté de lui. Je pensais que ça aurait l'air paisible, comme s'il s'était endormi. Vous avez menti à la police. J'ai paniqué, dit-elle. Je pensais que si je disais que je l'avais vu vivant, ils penseraient que c'était moi qui avais commis le crime. Miss Marple l'observa avec douceur. Tu l'aimais? Oui. Mais tu l'as drogué. Evelyn détourna le regard. Je croyais le sauver. Non, dit Miss Marple. Vous économisiez toi-même, de la douleur de le voir dire la vérité, de la peur de le perdre à nouveau. Les larmes coulaient en silence. Vous ne l'avez pas tué, dit enfin Miss Marple. Mais vous avez facilité la tâche à quelqu'un d'autre. Le sifflet du train retentit au loin, long et lugubre. Je leur dirai, murmura Evelyn, tout, avant de partir. Miss Marple hocha la tête. Bien. Ils restèrent assis en silence tandis que le train approchait, ses roues s'élevant comme un tonnerre au-delà des arbres. Lorsqu'il s'arrêta, Evelyn se leva. Elle se tourna vers Miss Marple et lui prit la main. Merci d'avoir vu ce que je n'avais pas vu. Miss Marple serra les doigts. J'espère que tu trouveras la paix, ma chère, mais ne t'attends pas à ce qu'elle vienne rapidement. La vérité est un chemin à parcourir, pas un lieu où l'on arrive. Evelyn est montée dans le train. Alors qu'il s'éloignait, Miss Marple se tenait sur le quai, regardant les voitures argentées disparaître à l'horizon. Elle y resta quelque temps. Plus tard dans l'après-midi, Marleycombe s'est lentement repliée sur elle-même. Le journal est arrivé, et avec lui un article en première page. Un conseiller municipal arrêté pour meurtre non résolu. Un texte soigneusement écrit, aux noms adoucis, aux dates vagues, destiné à scandaliser et à apaiser à parts égales. Les villageois le lurent au dîner, en marmonnèrent un mot dans la file d'attente du boucher et, le soir venu, commencèrent à parler d'autre chose. Les enfants jouaient sur le green. Le boulanger a rouvert ses portes le dimanche. Les jonquilles ont refleuri. Et dans son cottage tranquille, Miss Marple replaça son carnet sur l'étagère, à côté des almanachs de jardinage et des romans policiers qu'elle ne prenait plus la peine de terminer. Elle sortit dans son jardin, tailla les rosiers et s'agenouilla pour inspecter une touffe de violettes tenaces qui avait refusé de fleurir tout le printemps. Ce n'est qu'alors, enfouie et florissante,